Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Actu Hebdo de ce 22 février 2026. Au menu de cette émission, le rapport général des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Le document a été remis cette semaine au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il contient des recommandations qui visent à améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants. Nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité, Dr Sidi Mohamed Koulibaly, conseiller technique au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Bonjour, monsieur Koulibaly, et bienvenue. Bonjour. Dans la deuxième partie de l'émission, il sera question de la commémoration de la journée internationale des victimes d'accidents d'avion et de leurs familles. Une journée commémorée le 20 février de chaque année dans les 193 pays du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Une cérémonie a été organisée au Mali en présence des familles des victimes. Nous avons comme invité Bakary Diakité, ancien pilote, membre de l'association des anciens travailleurs d'Air Mali. Bonjour, monsieur Diakité, et bienvenue. Bonjour. Le rapport général des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille au Mali est fin prêt. Le document a été remis cette semaine au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il contient 459 recommandations et 349 actions qui devraient contribuer à l'amélioration de la situation de la femme, de l'enfant et de la famille au Mali. Suivons le reportage de Nyanya Aliou Traoré. On se retrouve juste après. Le geste est solennel, il est surtout empreint de symboles. La remise au chef de l'État du rapport des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille au Mali marque un tournant décisif dans la stratégie nationale de promotion et de valorisation du genre du pays. Les Maliennes franchissent ainsi une étape de plus dans le schéma d'autonomisation et de participation active au développement durable du Mali. Ce rapport d'états généraux est le fruit d'un exercice très participatif, inclusif, l'effort intellectuel de l'ensemble des Maliens et Maliennes sans apport et sans interférence d'un partenaire. L'activité a été réalisée sur le budget national à 100% avec l'appui du chef de l'État. Donc ces états généraux sont en droite ligne avec les actions prévues surtout par le chef de l'État dans sa lettre de cadrage. L'amélioration des conditions de vie des femmes, des enfants et toutes les familles du Mali. Un dicton populaire nous enseigne que si les femmes gagnent, c'est l'ensemble de la communauté qui en bénéficie. C'est fort de ce constat que les autorités de la transition n'ont pas hésité à placer les femmes estimées aujourd'hui à 49,7% de la population active malienne au cœur de toutes les politiques publiques. Le rapport prend en compte toutes leurs préoccupations majeures et leurs attentes formulées en 459 recommandations. 349 actions sont proposées dans le rapport de plus de 200 pages pour retracer les voies et moyens adéquats vers un avenir meilleur pour cette couche de la société. Parmi cette action, nous avons formulé un plan d'action prioritaire à la demande du chef de l'État. Et donc, tous ces documents sont joints au rapport final des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Madame Maïga Sinadamba a conduit la Commission nationale d'organisation des États généraux. Comme mot dans le rapport, elle décrit la vulnérabilité persistante des femmes. Ce sont elles qui sont victimes de mortalité maternelle et infantile, de violences basées sur le genre. Ce sont elles aussi qui ont un faible accès aux ressources économiques et pire à la prise de décision. Ce rapport est l'une des réponses des autorités pour pallier ces difficultés fondées sur les réalités vécues. Les attentes restent grandes et Madame le ministre sollicite toujours le soutien de ses sœurs. Les mots de remerciement et de félicitations du chef de l'État à l'ensemble des femmes du Mali pour leur résilience dans ce contexte de crise multiples. Et les femmes du Mali ont été résilientes. Comme il l'a dit, si les femmes tiennent bon, les femmes vont tenir bon et l'ensemble des Maliens vont tenir bon. Ça veut dire que les femmes ont un grand rôle à jouer, que ce soit dans la stabilité, dans la paix, la cohésion du Mali. Ça veut dire que tout passe par la femme. Je tiens à demander mes mamans, mes soeurs d'être présentes
et d'être disponible et d'être déterminé pour que le Malikoura soit une réalité. Pour information, l'une des recommandations phares issues des phases régionales et nationales, c'est le fait de dédier l'année 2027 à la femme, à l'enfant et à la famille pour consacrer les 30 ans de création du ministère pour la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Voilà, docteur Coulibaly, parlez-nous d'abord du processus qui a abouti à l'élaboration de ce rapport général. Et tout a commencé quand et quand est-ce que vous avez tout bouclé? Merci beaucoup, M. Kone. Effectivement, le jeudi 19 février 2026, nous avons procédé à la remise du rapport général des États généraux sur la situation de la femme, l'enfant et de la famille à son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Ce rapport fait suite à un long processus que je peux résumer en 3 étapes essentiellement. La première étape, ça a été d'abord la mise en place d'une commission nationale d'organisation des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille par Mme le ministre. Et cette commission a été présidée par l'ancienne ministre Mme Maïga Sina Damba. Et ça, c'est la première étape, la mise en place de la commission. En quelle année? Ça, c'était en avril 2025. Okay. En avril 2025, cette commission a été mise en place. Et cette commission, elle, compte tenu du caractère transversal du département, elle a tenu compte de la transversalité et de l'intersectorialité. C'est-à-dire tous les départements sectoriels ont été associés à cette commission-là. Ensuite, les institutions de la République ont été associées, la société civile a été associée, les autorités légitimités coutumières ont été associées. Et au sein de la commission, ensuite, il y a eu la création de sous-commissions. Plusieurs sous-commissions, moins 5 sous-commissions, pour traiter les aspects techniques, les aspects organisationnels, les aspects liés à la communication et à l'organisation matérielle. Et ensuite, après la mise en place de cette commission, nous avons commencé déjà à préparer les outils, les guides d'entretien, les canevas de collecte des informations avant de procéder à la phase de terrain. Donc ça, c'est la première étape du processus. Et la phase de terrain a consisté la phase de terrain a consisté à organiser des concertations qui ont commencé par le district de Bamako, qui a organisé pour la première fois ces états généraux-là. Et pour le district de Bamako, c'était du 23 au 25 juin 2025. Voilà. Et après Bamako, il y a eu les régions. Il y a eu les régions. À partir du mois de juillet, effectivement, nous avons commencé d'abord par 3 régions test. 3 régions test, notamment la région de Sigasso, Koutiala et San. Et après ces régions-là, nous avons dit que, bon, puisque le temps courait, il fallait tenir compte de certaines situations, notamment la situation conjoncturelle, l'hivernage qui s'annonçait. Et nous avons décidé de reprendre, de réorienter le processus en organisant cette fois-ci des phases délocalisées pour le restant des régions à Bamako. Et ça, c'était au mois d'août. Donc, juillet, il y a eu les 3 régions, Koutiala, San et Sigasso. Et le mois d'août. Ça, c'était sur place. Maintenant, pour les autres, voilà. Il fallait venir à Bamako. Il fallait venir à Bamako. Ouais. Et nous avons identifié un échantillon de personnes de cibles voilà, qui sont vraiment à intégrer dans le processus. Donc, ces cibles ont été déplacées vers le district de Bamako pour organiser cette fois-ci les phases délocalisées pour l'ensemble des régions. Et après, il y a eu une phase nationale. Et ensuite, il y a eu la phase nationale qui a consisté, n'est-ce pas, à la présentation des recommandations issues des concertations au niveau local et au niveau régional. Et ça, c'était à Bamako ici. Avec des discussions, avec des débats. Des débats qui ont nécessité le déplacement de l'ensemble des gouverneurs des régions et ensuite des préfets et les collectivités, et les associations de la société civile évoluant dans le domaine de la protection, de la promotion des droits des femmes et des enfants et aussi de la promotion de la famille. Donc c'est à la suite de ces discussions-là que la commission encore s'est réunie, encore de façon itérative, pour élaborer ces documents-là, et notamment un rapport général et ensuite un plan d'action. Et il y a eu une première remise d'abord, je dois le dire, et qui s'est tenue entre la présidente de la commission, Mme le ministre Sina Damba, et le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. D'accord. Voilà. Vous parlez de recommandations, il y a eu quand même 459 recommandations qui sont contenues dans le rapport général. C'est beaucoup ou c'est peu selon vous? Ce n'est pas beaucoup. À première vue, on peut avoir l'impression qu'il s'agit
que 459 c'est trop, parce que quand vous prenez les assises nationales de la refondation, on a eu 517 recommandations. Mais la particularité, c'est que le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, c'est un département transversal et nos questions sont traitées à plusieurs niveaux. Et ensuite, nous travaillons sur l'homme, sur la personne. Et quand vous travaillez sur l'homme, et c'est pas facile, il vous faut en ce moment travailler d'arrache-pied pour toucher tous les problèmes qui concernent la femme, qui concernent l'enfant, qui concernent la famille. Mais il y a aussi une particularité, c'est que ça fait 30 ans que le ministère de la promotion, ou entre le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille existe. Est-ce que ça a pesé dans la prise de certaines recommandations? Effectivement, parce que quand vous avez dit, le ministère a été créé en 1997, donc ça fait déjà 30 ans que le département existe. Donc nous, dans l'approche méthodologique, nous avons d'abord travaillé sur la littérature, et ça nous a permis de comprendre d'abord l'existence, d'évaluer les acquis. Les acquis d'abord, le premier acquis, c'est d'abord la création d'un département, et le département contient des directions centrales, des structures attachées, des directions régionales et des services locaux. Et ensuite, il y a essentiellement 3 politiques qui sont conduites par le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Il s'agit de la politique nationale genre, la politique nationale de promotion et de protection de l'enfant et la politique nationale de la famille. Et à côté de ça, il y a également des programmes et il y a des stratégies. Et sans compter également des autres structures également, et les services rattachés, je l'ai dit tantôt. Donc il s'agissait d'évaluer tout cela comme acquis, ce qui a été fait comme acquis, et pour maintenant agresser ces questions-là par rapport aux défis qui se posent. Et les recommandations portent généralement sur les préoccupations des femmes et des enfants. Maintenant, concernant les femmes, on sait que l'une des préoccupations, c'est quand même la mortalité maternelle. Il y a aussi l'accès difficile à certains crédits, par exemple sur le plan des ressources. Comment vous arrivez à aider les femmes dans ces domaines-là? Ok, ça va au-delà de tout ça. Les défis sont énormes. On peut citer, en tout cas, vous l'avez dit, l'accès aux soins de santé, l'accès à la justice, l'accès au crédit pour le financement, et la participation politique. La participation politique, parce que lorsqu'on fait une évaluation aujourd'hui de la loi 2015-052 jusqu'au 31 décembre, à la date du 31 décembre 2025, nous sommes pour les postes nominatifs en Conseil des ministres, nous sommes à 18,67%, 18,6%, comme ça. Donc ça veut dire normalement, il y a un quota de 30%. C'est un quota de 30% qui est un minimum, il faut le dire. Donc, je crois ça veut dire qu'il y a en ce moment, il y a des défis. Voilà, mais en termes d'acquis aussi, quand vous parlez du financement, c'est qu'il y a l'existence aussi, il faut le dire, d'un fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant. Et ça fait partie des acquis, il faut le dire. Il y a également les maisons de la femme, de l'enfant et de la famille également, qui accompagnent, n'est-ce pas, les jeunes filles déscolarisées et non scolarisées, voilà, en termes de création d'activités génératrices de revenus. Ça veut dire qu'il y a eu quand même des efforts. En 30 ans, il y a beaucoup d'acquis, même si encore beaucoup reste à faire. Tout à fait. Mais est-ce que vous pensez que c'est facile d'aider les femmes sur le plan des postes? Parce qu'on sait que les femmes ne vont pas très généralement jusqu'à la fin des études. Il y a beaucoup de femmes qui sont mariées bien avant la fin des études, et ça fait qu'elles ne peuvent pas forcément représenter une part importante dans les postes de décision. Exactement. Et ça répond également à l'objectif d'organiser ces assises-là. Et c'était pour identifier les goulots d'étranglement qui affectent la promotion de la femme, qui affectent l'épanouissement, la protection des enfants, qui affectent la promotion des familles. On est d'accord qu'il y a quand même des stéréotypes encore. Il y a des stéréotypes qui font que les femmes ne vont pas généralement dans les filières scientifiques, qui font qu'elles ne font pas de grandes études. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il s'agissait d'interroger la société. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les femmes puissent avoir le courage là d'aller vers ces filières scientifiques là, de faire des grandes études pour qu'elles aussi puissent accéder à des hautes fonctions, pour qu'on ne masculinise pas certaines fonctions. Voilà, c'est ça l'objectif. Voilà. On sait quand même aujourd'hui qu'il y a des femmes qui occupent de hautes fonctions dans le pays, mais vous trouvez que ce n'est pas suffisant, c'est ça? C'est clair que ce n'est pas suffisant. Cela est clair quand vous prenez par exemple les postes de gouverneurs aujourd'hui. Nous sommes à 2 gouverneurs sur les 19 régions plus le district Bamako sur 20, nous sommes à 2. Donc quand vous faites le ratio, ça n'atteint pas vraiment les 30%. Je l'ai dit tantôt pour les postes de nomination de façon générale en Conseil des ministres, nous sommes à 8,6%. Donc ça veut dire que vraiment il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts en termes de formation, en termes de renforcement
renforcement de capacité. Et je peux citer aussi ce que le département a fait déjà ces dernières années pour appuyer les femmes candidates au concours d'accès à l'École nationale d'administration, qui a déjà porté ses fruits, même si encore on n'est pas encore satisfait à 100%. Et dans le rapport, vous parlez aussi d'actions, 349 actions qui sont proposées dans le rapport. Et qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau comme constat? On constate qu'il y a quand même la nécessité de renforcer l'accompagnement, l'autonomisation des femmes, qu'il y a la nécessité de vulgariser davantage les politiques en faveur de la promotion des femmes, en faveur de la protection des enfants. Et il y a la nécessité également de renforcer les politiques en faveur de la consolidation du lien familial. Il y a la nécessité également de travailler à ce qu'on puisse éviter et sinon restreindre, sinon combattre les violences basées sur le genre. Voilà, ça c'est de façon générale, on peut tirer comme enseignement. Et par rapport à, je l'ai dit, à tous ces défis-là, des recommandations ont été faites et des actions ont été proposées dans un plan d'action qui est évaluable à court, moyen et long terme et qui s'aligne également aussi sur la stratégie nationale sur l'émergence et le développement durable. Il y a aussi un plan d'action prioritaire. C'est quoi ce plan d'action prioritaire? Ce plan d'action prioritaire, il permet de recenser des actions qui peuvent être réalisées à court terme. À court terme par rapport au volet femmes, par rapport au volet enfants, par rapport au volet violence basée sur le genre, par rapport au volet famille et par rapport à d'autres questions transversales qui concernent directement ou indirectement les femmes, les enfants et les familles, en lien bien entendu avec les objectifs, les priorités du département. Mais quand vous parlez de préoccupations des femmes, des enfants et de la famille, c'est pourquoi encore insister sur le côté famille? Parce que déjà, les femmes, c'est déjà le pilier. Et les enfants? Et moi, je pense que le pilier même c'est la famille. C'est tellement qu'on aurait dû parler même de la famille. Ça veut dire qu'il faut inclure aussi les hommes. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que quand vous regardez même le code des personnes de la famille, c'est le mari qui est le chef de famille. Donc quand vous créez un département pour faire la promotion de la famille, mais implicitement vous faites la promotion des hommes. Donc la femme, l'enfant et la famille. Et la famille prend en compte les hommes également. Les hommes sont un peu cachés derrière, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais pas cachés, mais les hommes quand même sont inclus dans la famille parce que les hommes sont les chefs de famille. Voilà. Monsieur Diakité, alors quand vous voyez tout ce qui se fait comme effort dans la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Oui, bon, on fait des efforts, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. D'accord. Oui, il faut scolariser les jeunes filles. C'est la base, je crois. Il ne faut pas que les jeunes filles quittent l'école trop tôt, puissent continuer leurs études, se former, avoir des diplômes et avoir accès au marché de l'emploi. Parce que les femmes ont beaucoup de préoccupations quand même, donc il faut peut-être trouver assez les moyens pour les soutenir, pour les aider, pour aider les femmes et les enfants. Et puis je me rappelle à l'époque il y avait le microcrédit aussi pour les femmes. Alors je ne sais pas à quel stade ça se trouve. C'était un moyen pour aider les femmes qui n'ont pas été scolarisées, etc. Pour qu'elles puissent prendre des activités rémunératrices. Dr Koulibaly, est-ce que c'est Diakité parle de microcrédit, vous soutenez toujours ce genre d'initiative pour aider les femmes à avoir accès à des crédits? Ah oui, bien sûr, bien sûr. J'ai cité dans mon intervention tantôt l'existence d'un fonds d'appui, un fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant. Ça, c'est un mécanisme de financement également des femmes et des enfants. Et au-delà de ça, il y a tout ce que nous faisons comme accompagnement à travers les maisons de la femme, de l'enfant et de la famille. Et il y a des initiatives privées également à travers les microcrédits. Voilà, tout ça, ça existe. Mais ça ne suffit pas, il faut le dire, ça ne suffit pas. Parce que les femmes ont beaucoup de préoccupations. Et comment vous faites d'ailleurs pour les aider, à part la mise en place de ces fonds, à part dans le quotidien? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour aider les femmes et les enfants? Et il y a des sessions de formation, des sessions de sensibilisation, et en lien avec les acteurs de la société civile, et bien entendu avec les groupements de femmes, les associations elles-mêmes, et ça qui nécessite d'ailleurs.
Et vous avez parlé aussi de vision 2063, c'est Malikoura Niatasala Kabessa Baflani Bioron Sama. Mais concrètement, comment vous avez échelonné la prise en compte des besoins, des préoccupations des femmes et des enfants? Parce que ça fait quand même des décennies qu'il faut planifier. Bien sûr. Je vais aussi rappeler que les états généraux s'inscrivent également en droite ligne, je l'avais dit, de la vision 2063, et notamment les 11 projets structurants. On peut prendre le programme numéro 8 et le renforcement du capital humain. Et ensuite, quand vous prenez la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 également, et l'AS4 également parle de renforcement du capital humain. Donc les états généraux, le plan d'action s'aligne sur ces deux documents stratégiques-là. Et pour dire encore qu'il y a cette volonté politique-là, et dans le programme d'action gouvernemental du Premier ministre, les états généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille sont inscrits là-dedans. Donc ça veut dire que c'est vraiment une action prioritaire en termes de renforcement de capacité. Et donc c'est aligné, comme je l'ai dit, c'est sur des actions à court, moyen et long terme, et en lien avec la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable qui vise à bâtir un Mali nouveau fondé sur le capital humain désormais. Voilà. Et l'une des préoccupations aujourd'hui, c'est la violence basée sur le genre. Concrètement, qu'est-ce qui se fait dans ce domaine-là pour que les femmes puissent quand même être protégées? Tout à fait. Et ça fait partie aussi des acquis du département. Et je peux parler de l'existence d'un programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre. Ça existe. Et il y a également une stratégie holistique pour lutter contre les violences basées sur le genre. Nous avons également une stratégie nationale intersectorielle pour mettre fin au mariage d'enfants. Et nous avons également l'existence des one-stop centers. Les one-stop centers qui sont des guichets uniques de prise en charge des cas de violence. Voilà. Donc, pour dire qu'il y a des efforts aussi dans ce domaine-là, même si ça ne suffit pas. Donc, il faut encore renforcer la coordination intersectorielle et pour venir à bout de tous ces flux-là. Voilà. Et sur le plan de la santé, il y a toujours aussi la mortalité maternelle. La mortalité maternelle, la mortalité infantile. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2026, on doit encore vivre ça? On doit encore voir des cas de mortalité maternelle infantile? Je vais profiter aussi de cette occasion pour saluer aussi l'organisation des États généraux de la santé. Et nous, avant de commencer nos assises, je dis tantôt qu'il y a eu d'abord la revue de la littérature qui a permis de parcourir les autres documents, et notamment les assises sectorielles. Donc nous avons vu qu'au niveau de la santé, il y a eu des propositions déjà dans ce domaine-là. Et ces propositions ont déjà commencé à prendre corps, déjà avec les travaux de construction ou de rénovation des hôpitaux, de certains hôpitaux. On a constaté déjà à Bamako et partout dans les régions. Donc on peut dire que déjà ça, il y a un début de solution au phénomène de la mortalité néonatale, voilà, qui constitue aujourd'hui quand même un défi, il faut le reconnaître. Voilà. Et vous pensez que c'est possible d'ici quelques années, d'ici par exemple... D'ici un horizon prochain, de réduire considérablement. Alors, docteur, alors vous avez déjà remis le rapport. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes et les prochaines démarches que vous allez entreprendre? Les prochaines démarches, comme à l'image des autres assises, les assises nationales de la refondation, le dialogue intermalien, la charte nationale, les états généraux, la culture, la santé, la justice, il y a un mécanisme institutionnel et des suivis, évaluation de ces rapports-là, qu'on appelle le CNCR-FNR. Et nous avons la conviction que les états généraux sur la situation de la femme, l'enfant et la famille ne dérogeront pas à ce mécanisme également de suivi et évaluation. Donc vous allez mettre un groupe en place qui va suivre... D'abord au niveau interne, et nous allons mettre en place un comité de suivi à l'interne d'abord. Un comité de suivi à l'interne et un plan opérationnel sera fait, évalué chaque année, pour voir ce qui est en train d'être fait d'ici à tel horizon. Alors ça c'est au niveau interne.
Et après, maintenant, c'est cette équipe-là qui va faire le suivi, faire des rapports réguliers et voir faire le suivi. Effectivement. Il faut au niveau interne, d'abord, il faut mettre en place un comité de suivi et évaluation au niveau interne de tous les aspects, et les 5 axes surtout. L'axe 1, la femme, l'axe 1, l'enfant, l'axe 2, et la famille, l'axe 3, les violences, et l'axe 4, les questions transversales. Et c'est ce rapport-là qui va permettre aussi d'enrichir la base de données et du CNCR-FNR. Et on a remarqué aussi qu'en marge de la remise du rapport au président de la transition, il y a eu la présentation du bureau de la plateforme des femmes de l'AIS section du Mali. C'est quoi ce bureau? Quelle est la mission de ce bureau et quelle est peut-être même sa composition? Depuis quand ce bureau existe? Merci encore pour cette question. Le bureau de la plateforme des femmes de l'AIS section Mali relève de 2 déclarations majeures. La première déclaration, c'est le 1er août 2024 et la seconde, c'est le 17 juillet 2025. Et cette déclaration émane des sommets de Bamako. À Bamako, il y a eu un sommet des ministres chargés du genre, de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, des 3 États de l'AIS, le Burkina, le Mali, le Niger. Ça, c'était à Bamako le 1er août 2024. Et à la suite de ce sommet, il y a eu une déclaration. Ensuite, le 17 juillet 2025, il y a eu un second sommet à Niamey, dit sommet de Niamey, encore entre les ministres chargés du genre et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Il y a eu également une déclaration à Niamey et suivie d'une feuille de route. La déclaration dit qu'il faut que dans l'espace AIS, les 3 pays, qu'on puisse mettre en place des plateformes des femmes sous la houlette des départements en charge de la femme, du genre, de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et du genre. Et c'est ce qui a été fait. Donc ce processus également a été un processus itératif. Il y a eu plusieurs échanges entre le département et les associations fêtières et qui a abouti le 25 novembre 2025 à la mise en place d'un bureau unifié de la plateforme des femmes de l'AIS section Mali. Et ce bureau comprend 64 membres et il est présidé par Mme Dambélé et Hachette Ambaye. Et ensuite, il y a un bureau chargé un commissariat au compte, un commissariat chargé de l'audit, et il y a aussi un secrétariat permanent. Et la vocation du bureau, c'est de veiller à la promotion du genre et à la promotion de la femme, à l'autonomisation de la femme dans l'espace AIS, en lien avec les politiques publiques, les pouvoirs publics. Ça veut dire que vous allez, le bureau malien va aussi coordonner ses actions avec le bureau du Burkina et du Niger. Tout à fait, du Niger. Les bureaux vont travailler en synergie, les 3 bureaux, et chaque fois à travers des échanges pour voir qu'est-ce qui est fait par rapport à tel domaine en termes de participation des femmes à la vie politique, à la vie économique, à la vie sociale, à leur épanouissement, leur autonomisation. Échanger les expériences. Échanger les expériences. Voilà, et voir concrètement qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer les conditions des femmes, tout à fait, dans l'espace. Voilà, il s'agit d'harmoniser les conditions de prise en charge des femmes. Ensemble pour avoir la meilleure approche en termes d'émancipation des femmes. Et la plateforme sous-régionale ou la plateforme au niveau AIS, est-ce qu'il y a un bureau unifié au niveau côté AIS? La première étape, c'était d'abord de mettre en place les plateformes locales. Après ça, il y aura une plateforme régionale unifiée. Voilà. Merci beaucoup, Dr Koulibaly. Nous passons à notre deuxième sujet avec la commémoration de la Journée internationale des victimes d'accidents d'avion et de leurs familles. Une journée commémorée le 20 février de chaque année dans les 193 pays du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Au Mali, l'Agence nationale de l'aviation civile a organisé dans ses locaux une cérémonie en présence des familles des victimes. Suivant le reportage de Daouda Kone avant de retrouver notre invité. La journée commémorative des victimes d'accidents d'avion et de leurs familles a été marquée par la lecture du Coran en la mémoire des victimes, l'immolation de bœufs et distribution de viande aux familles des membres d'équipage victimes d'accidents d'avion. Plus qu'un recueillement, il s'agit aussi de l'engagement. Honorer la mémoire des victimes, c'est aussi agir pour que de telles tragédies ne se reproduisent. Cela implique une vigilance de chaque instant et une amélioration continue de la sécurité aérienne. Il est reconnu que l'avion est le moyen de transport le plus sûr et nous veillerons à la pérennité de cette assurance
et œuvrons pour éviter les accidents d'aviation. Le Mali a connu 4 accidents d'avion à travers Air Mali, notamment celui de 1966 dans les Alpes françaises, en 1974 à Ouagadougou, en 1983 à Kati et en 1984 à Tombouctou. 26 de nos compatriotes ont perdu la vie. Leurs familles sont assistées par l'association des anciens travailleurs de Air Mali. Notre association a pour but de perpétuer la mémoire d'Air Mali. C'est une compagnie qui a fermé, mais qui a rendu d'énormes services à l'État malien. Donc, commémorer chaque année la disparition des victimes de l'aviation est l'objectif que nous nous fixons aussi. La journée internationale de commémoration des victimes d'accidents d'avion et de leurs familles a été instituée lors de la 224e session du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale en 2022. Monsieur Diakité, d'abord, quel est le sens? Vous êtes pilote, vous êtes aussi ancien membre vous êtes ancien pilote et membre aussi de l'association des anciens travailleurs d'Air Mali. Et quel est le sens que vous donnez à la commémoration de la journée internationale des victimes d'accidents d'avion? C'est une bonne chose. Ouais, commémorer la disparition des passagers et des équipages. Alors, ça nous oblige. C'est ça, de rendre hommage. Oui, ça nous permet de réfléchir à l'avenir de l'aviation et de la sécurité aérienne. Ouais. Et on vient de voir que le Mali a connu à travers Air Mali 4 accidents d'avion en 1966 déjà en France, en 74, en 83 et puis en 84. Vous pouvez nous rappeler un peu ces accidents, comment ça s'est passé? Oui, l'accident de 1966 s'est déroulé en France, aux environs de Nice. L'avion revenait de Russie, d'Union soviétique à l'époque, pour sa révision. Alors, dans le secteur d'approche de l'aéroport de Nice, alors l'avion s'est écrasé dans les Alpes maritimes. Ouais, alors c'est dû peut-être à un manque de coordination de l'équipage et du personnel de contrôle au sol. Oui. Il y avait beaucoup de passagers? Non, c'était uniquement l'équipage. L'équipage, qui venait de révision. Pilote et technicien qui accompagnaient l'avion lors de sa révision. Ouais. Ils étaient combien? Ils étaient 16. 16, oui, quand même. Ouais. Ils étaient 16. Et ensuite, il y a eu aussi l'accident de 74 à Ouagadougou. Oui, l'accident de 74 à Ouagadougou. Et c'était le vol charter pour ceux qui vont faire la Umrah à la Mecque. À leur retour de la Mecque, ils ont fait escale à Khartoum pour prendre le carburant. Et maintenant, leur destination, c'était Bamako. Alors, donc, ils ont été pris dans un orage, une ligne de grains très très large, peut-être plusieurs centaines de kilomètres. Alors, ils ont essayé de contourner ça. Alors, l'aéroport de Niamey était pratiquement fermé. Donc, ils se sont dirigés vers l'aéroport de dégagement qui était Ouagadougou. Alors, avec le contournement de l'orage qui était très très étendu, alors ils ont manqué de carburant, juste à l'approche, juste en face de la piste. Voilà, ils se sont écrasés malheureusement. Ils n'ont pas eu de chance. Voilà. Il y a eu des victimes. Ah oui, il y a eu une soixantaine de victimes. Oui, il y a eu une soixantaine de victimes. Il y avait des Nigériens, des Maliens. Et puis, il y a eu aussi Kati en 1983. Oui, Kati. C'était un avion de type Twin Otter
turbopropulseur à 2 moteurs, quoi. Alors lui aussi, ce sont les conditions météorologiques très fortes. Alors ils se sont retrouvés au milieu de cet orage qui est très violent. Avec des passagers aussi? Oui, c'était avec des passagers. L'orage était très violent. Donc, si l'orage est violent, ou bien on vole bas, mais il y a le risque du relief. Il peut y avoir des montagnes, des collines. Alors, il est préférable de contourner l'orage. Mais si on se trouve à l'intérieur, c'est tellement violent que vraiment, ça peut mener à la catastrophe. Voilà. C'est un avion qui venait d'où? Qui venait de Nioro. De Nioro, voilà. Okay. C'est ligne intérieure. Okay. Voilà, ligne intérieure. Oh, oui. Et ensuite, on a aussi l'accident de 84 à Tombouctou. Oui, Tombouctou, c'était sur la ligne Bamako-Gao retour, quoi. Alors, ils ont décollé de Tombouctou avec une cinquantaine de passagers. Bon, au décollage, il y a eu une panne de moteur. Alors, le pilote a voulu rebrousser chemin, faire un tour de piste. Alors, il y a des conditions physiques défavorables. Par exemple, l'avion est sensible à la température. Alors, quand il est chargé à plein, et si la température est très élevée, en cas de panne de moteur au décollage, c'est très difficile. Alors, il faut avoir de la chance pour qu'un moteur puisse tenir. Alors, si on se précipite, il faut être très très vigilant, être calme pour maîtriser la situation, sinon ça peut mener à la catastrophe. Alors, en cas de virage rapide, le poids de l'avion augmente et avec un seul moteur, il ne peut pas tenir. C'est ça la cause de l'accident de Tombouctou. Ouais. Et quel est l'accident qui a le plus marqué les esprits parmi ces quatre? Peut-être celui de Ouagadougou? Non? Oui, les deux. Ouais. Les deux, Ouagadougou et Tombouctou. D'accord. Oui, oui. Ouais. Ce sont deux accidents vraiment qui ont marqué l'esprit. Parce qu'il y a eu beaucoup de victimes. De victimes, c'est ça. Ouais. Oh, et celui de Ouagadougou, il y a eu des survivants. Il y a eu des survivants. Dans le président de notre association, malheureusement il est décédé il y a 1 an et demi. Alors lui il a été rescapé. Voilà, et puis d'autres personnes. Bon, maintenant celui de Tombouctou. Alors c'est vraiment une défaillance. L'avion est tombé et il n'y avait pas de pompiers. Les pompiers, il y avait un véhicule de pompiers sans carburant. Sans carburant, sans extincteur. Donc l'avion a brûlé, on n'a rien pu faire. Les gens qui ont voulu, les membres de famille qui avaient accompagné leurs parents, étaient là, ils voulaient s'approcher de l'avion, mais malheureusement, la gendarmerie les a empêchés. Donc l'avion a complètement brûlé au sol, alors qu'il y avait des personnes vivantes à l'intérieur. Oh, ça c'est un cas très très malheureux. Un cas très très malheureux. Heureusement que la gendarmerie a pu empêcher aussi les... Oui, parce que la gendarmerie craignait une éventuelle explosion. Oui, bien sûr. En cas d'explosion, les dégâts seraient aussi... Mais ça c'est des accidents d'Air Mali, mais il y a eu aussi des accidents, des crashs d'avions sur le territoire malien d'autres compagnies. Par exemple, on se rappelle le crash de l'avion d'Air Algérie, dans la région des Gao. À partir de Ouagadougou, là, Gossi. Bon, juste après le décollage, alors ils sont entrés dans un orage. Alors, ils ont eu des problèmes techniques, probablement. Et c'est l'enquête qui détermine ce qui s'est passé réellement. Peut-être qu'il y a eu une défaillance technique. Voilà, il y a eu une défaillance technique et peut-être une mauvaise indication de la vitesse. Alors, il se peut que les sondes
les sondes déterminant la vitesse de l'avion soient bouchées. Si ça arrive, alors ça donne une fausse indication au pilote. Et il pense que la vitesse a augmenté, alors qu'il tire sur les commandes et il perd la vitesse et il tombe. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas les conclusions du rapport. Oui, mais c'est ce que je pense, d'après mon expérience. Maintenant, vous, votre association, l'association des anciens travailleurs d'Air Mali, vous faites quoi pour les victimes, ou en tout cas pour les familles des victimes? Bon. Vous êtes en association. Oui, nous sommes en association. Bon, et généralement, nous avons créé cette association pour les anciens travailleurs. D'accord. Voilà, c'est destiné aux anciens travailleurs. Et chaque année, on avait 2 commémorations. Commémoration de la création d'Air Mali en octobre, le 27 octobre. Et puis commémoration du premier vol d'Air Mali en tant que compagnie, c'est-à-dire le 2 mai. Bon, maintenant c'est réduit au 27 octobre seulement. Bon, et lors de ces commémorations, tout le monde participe, ceux qui sont vivants participent à cette commémoration. Et puis à la fin de l'année, il y a un mois de solidarité. Voilà, on apporte une aide matérielle aux personnes malades, etc., ou bien en difficulté. Ouais. La famille des victimes aussi. Parce qu'il y a des pilotes aussi, ou encore des membres d'équipage qui font partie des victimes. Oui. Bien sûr. Oui. Ouais. Les victimes, en tant que passager, à ma connaissance, il n'y a pas d'aide. Okay. Il n'y a pas d'aide au niveau de l'État. Ouais. Mais le but de l'association, c'est d'abord de venir en aide aux membres de la compagnie. Mais généralement dans les accidents d'avion, les victimes sont toujours indemnisées, non? Oui, ou les parents, ou les familles, les victimes. Oui, les victimes sont indemnisées. Ça, c'est au niveau de la compagnie. En association avec... et puis au niveau de l'État, sous couvert de... comment dirais-je, l'Agence nationale de l'aviation civile. Voilà, ce sont eux qui organisent l'aide aux victimes. Ouais. Docteur Coulibaly, qu'est-ce que vous pensez de la mise en place de cette association qui essaie quand même d'aider les parents des victimes d'avion, des victimes d'accidents d'avion? C'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative parce que l'avion, quand même, c'est le moyen de transport le plus sûr. Et rarement, il y a les crashs d'avion. Mais quand ça arrive, ça fait un choc énorme. Un choc énorme parce que ça crée des femmes veuves, des hommes veufs et des enfants orphelins. Et donc, c'est bien qu'il y ait une telle initiative, une association qui puisse accompagner et assurer la postérité en termes d'assistance. Moi, j'ai dit parce que ça fait des victimes directes et également des victimes collatérales. Il faut aussi essayer d'organiser des actions de prise en charge psychosociale et pour les familles de ces victimes-là, que ce soit les victimes directes, c'est-à-dire l'équipage, les passagers, et que ce soit également les victimes collatérales. Il faut identifier ces victimes-là et faire des actions de prise en charge psychosociale. C'est important. Ensuite, le contexte fait que, en plus même de l'aviation civile, et nous sommes un pays en guerre, il y a souvent des cas qui arrivent également au niveau de l'armée. Je crois que ces assistances psychosociales-là peuvent aller aussi à destination des familles, des militaires qui tombent comme ça des suites de crash d'avion, que ce soit leurs épouses, que ce soit leurs enfants. Moi, je crois qu'à cela, il faut aussi saluer cette initiative-là et l'encourager aussi vivement, quoi. Alors, en tant que citoyen, quand on dit que l'avion est le moyen de transport le plus sûr, ça vous convainc?
Oui, parce que le risque aussi est très élevé en vérité, parce que c'est des personnes, des tonnes de marchandises qui prennent le risque là-dedans. Donc quand le risque est élevé, donc il va de soi que la sécurité soit aussi à un niveau vraiment maximum très élevé. Voilà, donc là je suis convaincu. C'est pourquoi d'ailleurs il y a très peu de crash d'avion. Voilà. Monsieur Takité, dites-nous, l'avion reste toujours le moyen de transport le plus sûr? Oui, je crois. Si on respecte certaines conditions, l'avion est le moyen le plus sûr. Parce qu'il y a un contrôle régulier des machines, il y a le contrôle du personnel navigant, et puis il y a la couverture météo, les informations, quoi. Ouais. Et si le personnel est bien formé, discipliné, rigoureux, et les machines sont entretenues régulièrement, donc il y a moins de risques. Mais il y a toujours un pourcentage pour la fatalité. Donc vous pensez que si les conditions sont réunies, on peut quand même garantir, ou en tout cas maintenir cette sécurité aérienne de façon générale. Mais en cas de problème, c'est toujours catastrophique, c'est toujours énorme comme dégâts. Ben oui, parce que ça saute aux yeux, ça frappe l'opinion. Il y a toujours il y a beaucoup de rescapés, il y a des blessés qui s'en sortent plus ou moins de ces accidents, de ces crashs, notamment au Mali. Oui, il peut y avoir des miracles. Par exemple, récemment, il y a l'avion d'Air India qui a quitté Hyderabad en Inde pour Londres, qui a crashé avec 242 personnes à bord. Il y a une seule personne qui a survécu. Ça c'est un miracle. Voilà. Mais vous dites il y a eu aussi des rescapés ou en tout cas des blessés à Ouagadougou en 1974. Mais oui. Parce que l'avion était presque arrivé à destination, c'est pourquoi il y a eu moins de victimes. C'est ça, relativement. Oui, parce que ils ont crashé, ils étaient à basse altitude. C'est ce qui les a sauvés. Parce que de toute façon, le risque zéro n'existe pas. Ah non, pas du tout. Non. Alors je voudrais attirer l'attention sur une chose, c'est que dans la formation du personnel navigant, il faut la rigueur, la discipline. Parce que le danger, dans ce cas-là, c'est la routine. Avec les moyens techniques modernes, les avions sont généralement faciles à piloter. Donc, il y a la routine a tendance à prendre le dessus. C'est ce qu'il faut éviter. Il faut contrôler sérieusement le personnel navigant. Et vous-même, parce que vous êtes un ancien pilote, en votre temps, quand vous montiez dans l'avion, quand vous montiez à bord, vous aviez souvent un peu peur, non? Non, je dirais non. Non, c'était... j'ai monté dans l'avion avec enthousiasme. Si les conditions techniques sont respectées, moi je monte avec enthousiasme, sans peur. Parce que les citoyens, les passagers, très généralement, ne sont pas faits tous rassurés quand ils montent à bord d'un avion, même si c'est le moyen de transport le plus sûr. Les passagers. Oui, les passagers. Et peut-être même des membres de l'équipage. Parce que je suppose que quand, à chaque fois que vous terminez un vol, vous arrivez à destination, il y a peut-être un soulagement quand même. Oui. Il y a un soulagement, vous dites, voilà, ça a marché, ça a bien marché. Pour le personnel navigant, c'est la profession. C'est leur profession. C'est leur travail, ils n'ont pas le choix. Pas le choix. Et les passagers aussi, parce qu'ils veulent voyager, ils n'ont pas le choix.
Une fois qu'on monte, et puis voilà, c'est tout. On ne peut rien faire. Oui. Bon, j'ai eu à constater, j'ai voyagé, j'étais en formation aux États-Unis. J'ai voyagé de Los Angeles à Londres. Il y avait 400 passagers dans cet avion-là, 747. J'avais des Américains devant moi qui n'avaient jamais pris l'avion. Ils n'étaient pas tranquilles. Quand on parle des États-Unis avec des milliers de vols par jour, il y avait des gens, et en prenant l'avion, ils ont peur. Ça arrive. Et vous, votre formation, ça s'est passé comment? Je suppose qu'à l'époque, c'était dans les pays de l'ex... dans les républiques... le bloc socialiste, c'est ça. En Tchécoslovaquie, Roumanie, Vous avez été formé en Tchécoslovaquie? En Tchécoslovaquie d'abord, ensuite en Yougoslavie, et puis aux États-Unis. Voilà. Et ça vous permettait, une fois rentré au pays, de commencer directement à piloter un avion? Oui, mais toujours sous surveillance. On ne lâche pas un pilote comme ça. Quel que soit ses connaissances techniques. Moi, il faut l'expérience. C'est ça l'expérience. Alors, il faut qu'il reste copilote pendant longtemps pour avoir de l'expérience. Quel que soit les connaissances techniques. Il faut un nombre d'heures de vol pour ensuite... un nombre d'heures de vol. Et puis régulièrement, et on est contrôlé dans les simulateurs de vol, etc. Les conditions physiques aussi. Et vous avez piloté pendant combien d'années? Pendant une vingtaine d'années. Et vous n'avez pas rencontré de problèmes, de difficultés? J'en ai rencontré. Oui. Et j'ai atterri ici une fois, au départ de Tombouctou, avec des touristes américains à bord. On est venu à Bamako et on a eu le train d'atterrissage qui n'a pas voulu sortir. On s'est posé sur une roue. On s'est posé sur une roue. Et voilà, c'est-à-dire qu'il faut avoir les nerfs solides pour ne pas paniquer. On a tourné en rond. Bon, finalement, on était obligé de nous poser. On s'est posé, il y a une roue qui était sortie, mais qui n'était pas assurée. Ça montrait le rouge dans le cockpit. Donc, on s'est posé, l'avion s'est penché sur le côté. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. Mais c'est rare de voir des cas comme ça. Oui. Parce que quand le train d'atterrissage ne sort pas, c'est généralement un problème. On ne peut pas atterrir. Bon, si le train d'atterrissage est défectueux, on se pose sur le ventre. Généralement, on essaie de se poser sur le ventre. Si on ne peut pas atterrir sur les roues, on se pose sur le ventre. Avec les dégâts collatéraux. Parce que là, il faut qu'on roule vraiment à une vitesse très minime pour pouvoir atterrir sur le ventre. Parce que, c'est ça. Vitesse zéro. La vitesse d'atterrissage, on atterrit avec la vitesse d'atterrissage. Mais sur le ventre. Alors, il y a des dommages collatéraux, etc. Bon, une fois aussi, j'ai eu des problèmes en allant à la Mecque. Et on a pris du carburant à Kano au Nigeria. Et après 1 heure de vol, au-dessus de N'Djamena, on a perdu tout le liquide hydraulique. Parce qu'il y avait une fuite ou quoi? Oui, une fuite. Et ça ne s'est jamais produit dans le monde. Il y a une fuite hydraulique, on a perdu tout le liquide hydraulique. C'était la nuit, 2 heures du matin. Alors, on ne pouvait pas retourner à Kano. Et on ne pouvait pas se poser à N'Djamena, c'était la guerre civile. L'aéroport était fermé. On ne pouvait pas aller au Cameroun parce qu'il y a des orages violents là-bas. Et l'avion n'est pas assisté. Les commandes ne sont plus assistées quand il n'y a pas d'hydraulique. Donc il fallait tenir par les câbles. Donc c'était très dur. Et puis la nuit encore. Vous étiez deux à bord. Deux pilotes. Voilà, l'un faisait le vol, l'autre faisait les communications. Voilà. Bon, comme on allait vers l'est, on a décidé de continuer. Le soleil se levant très tôt, on a survolé le Soudan et puis arrivé à Jeddah. Vous aviez suffisamment de kérosène pour... Oui,
le kérosène était pris de canaux pour Jeddah. Oui, c'était suffisant. Voilà, on a eu ce problème technique là à voir. Parce que le problème hydraulique, ça n'a rien à voir avec le kérosène. Non. L'hydraulique, c'est pour le train d'atterrissage, pour la sortie du train d'atterrissage et pour les commandes. Autrement, les commandes sont très dures avec les gros avions. Les commandes sont très dures sans l'assistance hydraulique. Donc, on a tenu comme ça et jusqu'à Jeddah. Et puis, arrivé là-bas, on a annoncé qu'on faisait une procédure d'urgence pour atterrir. Mais il fallait sortir maintenant les trains d'atterrissage à la main, à manivelle quoi. Donc on a manivellé pour que le train d'atterrissage puisse sortir. Donc après on s'est posé sans incident. Et on apprend tout ça à l'école. En cas de problème, il faut... dans les simulateurs, on apprend tout ça. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Diakité. Je rappelle que vous êtes ancien pilote et membre de l'association des anciens travailleurs d'Air Mali. Merci également à vous, Dr Koulibaly, d'être venu. Vous êtes conseiller technique au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. C'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Tout de suite, le journal de 13h avec Aïchi Baba Keita. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Bonjour, patriotes maliens et maliennes. On est artiste, Mali flate kelene ka bo bi ka ira anga jamana famaula ka foko ambu ceux qui ont décidé au sacrifice de leur vie de faire en sorte que vous ayez la paix, une paix pour toujours. Tchewdo, tchewarawdo. Chemine tchewdo, danaya tchewdo. Biko karika dene karika koko karika kangun kari. Amasran, on yira. Anga ke kilini ka ke mogo kilini dusukun kele mali kele ka asimina ka jama deme. Armée en malien de. Tchema fara muso ngani fama no deme. U tɛ sunɔgɔ anw de ye u bɛ k'u nin di anw jamanadenw de kama anw fana ye artiste ye dɛ anw ka kɛlɛkɛ marifa ani an ka kɛlɛkɛ bere o y'an ka micro de ye. Mɔgɔ jugu ko k'u bɛna ka na an ɲɔngiri an ti sɔn an bɛɛ b'an ka faamaw kɔ. Tous derrière les femmes. An b'u kɔ bi an b'u kɔ sini. An kana an ka jamana to jugu bolo a ye wuli an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka an bɛ dingɛ min kɔnɔ walasa ala k'an b'o dingɛ kɔnɔ. Fɛn minnu b'a la n'o ye mɔgɔ minnu b'an cɛla kelen ka to ka mɔgɔw yira kumaw fɔ ka to ka mɔgɔw yira jaw bɔ réseau sanfɛ ani fɛnw sanfɛ k'a bɔ k'a kuma kuntanw fɔ a ye an t'olu jate o olu t'an dɔ ye o jamana fila t'an fɛ Mali kelen de dɔrɔn de don. An ka daw la an ka to u kɔ an ka to ala kɔ ni ala sɔnna ma a bɛ nɔgɔya aw ka ja jugu minnu n'aw bɛ ka minnu cari réseaux sociaux kan a y'a kɛ ala kama aw k'a dabila an tɛ fɛ k'a ye on veut pas les voir sur les réseaux sociaux vraiment an bɛ fɛ jamanadenw hakili ka sigi. Cɛ minnu don u ma boli tile kelen u ma sira tile kelen olu y'u joli de kɛ saraka ye ko anw ka balo.